Public Sénat. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles. La seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée et au comics. Nico, voilà, le messie, le grand architecte du monde des comics. C'est de lui que tout vient, toutes les idées. Tu as inspiré Stan Lee à de nombreuses reprises. Ouais, il me l'a dit là très récemment, on se téléphone régulièrement. Ouais, messieurs, dames, bienvenue dans ce monde de bulles. Comics numéro 6. Nous n'avons peur de rien, on se refuse rien. Bon, on a fait Stan Lee la dernière fois, on peut pas faire mieux. Donc, Non, mais ça va quand même. mais on va se faire plaisir quand même. Nico, on va commencer avec un Vengeur masqué, évidemment. Spawn, ouais. Spawn qui fête cette année ses 20 ans. C'est une franchise qui marche plutôt très très bien, qui a été créée par Todd McFarlane, qui est un grand nom du comics. Todd McFarlane, tout le monde le connaît, mais bon, pour le petit rappel, Todd McFarlane, ses lettres de noblesse, il les a acquises sur Spider-Man. Ça remonte un petit peu, c'est dans les années 80 quand il a débuté. C'était en 88 sur le titre Amazing Spider-Man. Et ça avait très bien marché parce qu'il avait vraiment révolutionné l'approche graphique de Spider-Man, tu vois, dans les poses, le côté très arachnéen. Et surtout, il avait dessiné à toile comme personne l'avait fait. Et il a inspiré beaucoup de ses successeurs dans la foulée. À tel point que du coup, on lui a confié le titre, juste après, dans les années 90, en 1990. On lui a eu son Spider-Man à lui, où il était au scénario, il était au dessin. Et il a battu le record mondial des ventes de comics parce que le premier numéro de Spider-Man s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Pas mal. Ouais. C'est un record inégalé jusqu'à présent. Il faut dire que dans les années 90, il y avait beaucoup de spéculation autour de l'industrie du comics, donc ça a aidé. Mais malgré tout, tu vois, le record, ça a été un carton monumental, quoi. Du coup, voilà. Et après, fort de ce succès, McFarlane s'est sauvé de Marvel. Il a fondé une nouvelle écurie qui s'appelait Image Comics, qu'on connaît bien maintenant, qui appartient à DC d'ailleurs, et avec d'autres dessinateurs stars de Marvel. Et c'est là qu'il a créé Spawn. Et Spawn a eu donc 20 ans cette année. C'est le créateur de Spawn. C'est lui qui était de A à Z, scénario, dessin. Après, il a lâché un petit peu le scénario. Le dessin également pour le confier à d'autres types, comme Angel Medina, qui a fait du très bon boulot. Greg Capullo également, qui sont chez DC maintenant. Tout ça pour dire que depuis le numéro 220, c'était ça, les 20 ans de Spawn. Non, je vais parler des couvertures là. Et il nous a fait des variantes cover assez marrants. Il a détourné pas mal de couvertures. Des variantes cover. On est en France, mince, tu peux pas parler français. Des couvertures différentes. Des couvertures détournées si tu préfères. Et il avait repris les grandes couvertures, enfin les numéros 1 des plus grands titres d'Image Comics, de Savage Dragon, d'Eric Larsen, de Youngblood, de Rob Liefeld. Il a même détourné une couverture d'Alan Moore, de Watchmen. Quand même, hein. Et évidemment, comme il tient quand même à ses racines, il avait détourné aussi la couverture de la première apparition de Spider-Man. En 63, il a remplacé Spider-Man par Spawn. Voilà. Ah bah on se fait plaisir. Donc il se fait un petit peu plaisir. Et en fait, ces 20 ans, c'est un peu marqué, c'est vraiment un renouveau pour la série Spawn parce qu'on est habitué au super-héros qui meurt, qui ressuscite, salut, je suis mort, mais en fait, j'étais pas vraiment mort. Là, pour le coup, Spawn est vraiment mort, enfin son alter ego, Al Simons. Et du coup, on en profite pour tout changer. Donc, nouvelle équipe créative. Todd McFarlane, qui avait lâché le scénario, revient au scénario. Il s'entoure d'un nouveau dessinateur qui s'appelle Simon Kudranski, un Polonais, si je ne m'abuse, qui est très bon. Et donc, il a commencé sur Spawn. On l'a rencontré très récemment au Comic-Con de Paris. Et c'est lui qui va nous raconter un petit peu son approche de Spawn. Il a fini, messieurs, dames. Un peu notre Bernard Pivot du comics. Il sait parler tout seul. Nico, on va rencontrer le plombier polonais Simon Kudranski. C'est parti les amis. Une nouvelle ère vient de débuter pour Spawn. La malédiction a trouvé un nouveau porteur et le titre une nouvelle équipe créative. Spawn, la saga infernale, chez Delcourt, signe le retour au scénario de son créateur, Todd McFarlane himself. Côté dessin, c'est Simon Kudranski qui s'y colle. Un jeune talent qui n'a rien à envier au run des artistes précédents, Greg Capullo, Philippe Tan ou Will Sportaccio. J'ai toujours été un grand fan de Spawn. Dans la bande là, c'est moi le plus gros fan de la série. Et puis j'ai toujours été très fan de Todd. Je suis né en 1986, vous savez,
Et Spawn a dû sortir en 1992. Bon, en Pologne, on l'a eu en 1997. Mais j'étais encore enfant, donc pour moi, c'est un peu comme Batman pour les générations précédentes. La saga infernale, c'est un peu un retour aux sources. Après la mort d'Al Simons, le dernier alter ego de Spawn, le costume a pris possession d'un nouvel hôte. Jim Donning sort tout juste du coma et se réveille amnésique. En essayant de recoller les morceaux de sa vie, il va se découvrir certaines facultés qui retiendront particulièrement l'attention des médias. Une ambiance plus urbaine, plus noire, plus polar, magistralement servie par le trait hyper réaliste de Simon Kudranski. I think the more darker style, grittier, atmospheric. Je pense que c'est plus sombre, des atmosphères beaucoup plus dark, avec plus de tension. Todd voulait que ce soit construit un peu comme un feuilleton télé, mais un feuilleton télé dramatique. Je mixe un peu de tout, de la photographie, du croquis pur aussi. Des fois je filme quelque chose et j'incorpore la pellicule dans les planches. Todd a l'air d'apprécier. Comme en témoigne le retour sur le devant de la scène des inséparables inspecteurs Sam et Twitch, la saga infernale, c'est un virage axé série noire en même temps qu'un retour aux fondamentaux. Aucun doute, Spawn entame là de bien belle manière sa 20e année d'existence. Welcome back dans ce monde de Bull Comics numéro 6. Nico, on a découvert donc la nouvelle version de Spawn qui fête ses 20 ans. Tu as un livre entre les mains? Oui, effectivement, si les gens ont aimé Spawn, et si à l'époque ils aimaient Spider-Man, il y a Haunt. C'est quoi, Haunt? Et justement, c'est McFarlane et Robert Kirkman qui sont manettes de ça. Haunt, je sais pas, je dépend un peu de ton accent finalement. Oui, c'est ça. Kirkman qui est quand même le créateur de Walking Dead. Tout à fait. Donc gros respect. Ouais. Et c'est dessiné par Capullo. Capullo qui fait des merveilles en ce moment chez DC sur Batman. Voilà, chez nous c'est chez Delcourt. Donc penchez-vous là-dessus, c'est très sympa Haunt. Et vraiment, c'est vraiment le mix idéal entre Spider-Man et Spawn. C'est en noir et blanc, non? Parce que je vois une couve un peu particulière. D'accord, mais très jolie couve en tout cas. Effectivement. Bon, Spawn, Haunt, Spider-Man. Maintenant on va parler, alors ça n'a rien à voir. C'est un peu du super-héros. Alors ça m'a l'air plus comique, mais pas du tout en fait. Non, ça l'est pas. Enfin, c'est comique malgré lui, le pauvre quoi. Ouais. Oui, on reste dans le mainstream avec un. Le mainstream, c'est-à-dire? C'est-à-dire le mainstream, comment te dire, le grand public quoi, le comique grand public si tu préfères. Ouais. Avec Aquaman. Aquaman, c'est un grand super-héros, enfin un grand super-héros. En tout cas, c'est une des grandes icônes de DC Comics. Hein. Il est aussi connu que Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern et compagnie. Mais c'est un super-héros qui a jamais vraiment su trouver sa place dans le monde des super-héros. Dis-toi qu'il a été créé en 1941. Ah, quand même. Voilà. Mais il a eu sa propre série que 20 ans plus tard, même un petit peu plus, en 1962. Et ça a toujours été compliqué pour les scénaristes successifs d'arriver à utiliser ce super-héros. Première série en 62, finalement elle est annulée en 71, elle va reprendre en 77, sera annulée en 78, ça continue comme ça jusque dans les années 80. On lui fait des misères, il perd son enfant, Aquababy, je sais c'est un peu ridicule, mais pour le coup dans un épisode très traumatique pour les fans, tu vois. Il a fait un aquaplouf ou Il a fait un aquaplouf. Non, il a été tué par un méchant, évidemment, mais ça a été, c'était dans Adventure Comics 452, je vois la couve, là, on va en parler. C'est bon, il a pas l'air très sérieux quand même, si. Mais si, il l'est. C'est juste que bon, voilà, je te dis, il pâtit des années, presque 50 ans je sais pas, d'hésitation scénaristique. Alors aujourd'hui, c'est reparti. Et aujourd'hui, c'est reparti avec deux grands auteurs de chez DC Comics, Geoff Jones et Ivan Rice, qu'on a rencontrés. Mais non, mais là, pour le coup, c'est des... l'auteur de comics. Non. Enfin, si, on peut évidemment, mais ceux qu'on critique, on n'en parle pas, tu vois, c'est un petit peu légitime. Et ces deux-là ont fait des merveilles avec le titre, et ils ont vraiment, se sont réappropriés le truc, ils ont défié tous les pronostics, parce que le premier numéro d'Aquaman, quand il est sorti, enfin le relaunch, la renaissance d'Aquaman, ça s'est vendu à 100 000 exemplaires, ça s'est placé juste derrière la Justice League America, qui est la locomotive chez DC. Oui, 100 000, c'est très bien, oui, on est loin des 2,5 millions de McFarlane, mais encore une fois, on peut pas faire mieux que ça. D'accord. Mais 100 000, voilà, et ils ont une patte un peu rigolote, et puis Ivan Rice fait des merveilles au dessin, et on est très heureux puisqu'on l'a reçu. Enfin, on est allé le voir au Comic Con de Paris. Et t'as rencontré Ivan Rice. Ivan Rice. C'est parti les enfants, à tout de suite. Aquaman, ça a toujours été le parent pauvre de DC Comics. À croire que la firme n'a jamais vraiment su exploiter pleinement l'un de ses personnages pourtant les plus emblématiques. Depuis sa première apparition, en 1941, le roi d'Atlantis est passé par différents looks plus ou moins convaincants et par bon nombre de drames. Mais depuis sa résurrection dans le crossover Blackest Night, Aquaman revient sur le devant de la scène à l'occasion de son reboot.
avec peut-être l'équipe créative la plus talentueuse de DC, le scénariste Geoff Johns et le dessinateur Ivan Reis. My grandmother knows Aquaman. Même ma grand-mère connaît Aquaman. Il est très connu. Dans le bon sens ou pas, mais tout le monde le connaît. And it was fun when Aquaman was my choice to draw. C'était mon choix, je voulais vraiment dessiner Aquaman. Personne ne voulait le croire. Mais pourquoi Aquaman, Ivan? Enfin, il est cool. Voilà pourquoi. Mais je pense que quand on travaille sur un tel personnage, le challenge, c'est de trouver la meilleure manière de le caractériser. Chaque personnage a son propre challenge. Chaque personnage a quelque chose qui le rend cool. Il s'agit juste de découvrir quoi. Après avoir propulsé le titre Green Lantern au sommet des ventes, Ivan Reis avait besoin d'un nouveau défi. Relancer un super-héros auquel personne ne croit et que personne ne prend au sérieux. Un aspect abordé dans la série dès le premier numéro. Et il faut bien le reconnaître, cette 5e relance du titre est très prometteuse. Geoff Johns approfondit le personnage de Mera, la femme d'Aquaman, et replace le couple au centre du titre. Pour illustrer ces nouvelles aventures, Ivan Reis revisite les fondamentaux graphiques du héros. Dans Aquaman, tout est question de texture. Dans Aquaman, tout est mouvement, même son uniforme. Parce que dans Aquaman, il y a de l'eau, des rochers, des coraux, des poissons, autant de choses en mouvement qui changent tout le temps selon les situations. Et l'uniforme d'Aquaman, c'est pareil. La façon dont je vois son armure, c'est un peu comme des écailles de poisson. Son aspect change en fonction de la lumière, des ombres. Sa couleur évolue en fonction de tout ça. Même son uniforme est en mouvement, comme son univers. Je pense que cet aspect visuel en fait un personnage très cool. Et en ce qui concerne sa personnalité, c'est un homme en colère. Il n'est pas aussi calme que les gens le pensent. C'est vrai qu'il a une coupe de cheveux impeccable et que les gens se moquent un peu de lui dans la série. Mais lui, il ne dit pas « Oh, allez, ok, encore une vanne ». Non, il essaye de garder le contrôle. Mais au fond de lui, il veut tuer le mec qui a fait la blague. C'est ce qui fait de lui quelqu'un de différent. Faire de lui un super-héros très classique, très propre comme ça, c'est plus amusant car il y a une raison à ça. Il y a une profonde opposition entre son aspect et ses sentiments. C'est ce qui le rend cool et différent des autres personnages. Vous l'aurez compris, Aquaman a fait peau neuve et ça marche. La série est devenue l'une des meilleures ventes de DC Comics. Geoff Johns et Ivan Reis ont su trouver les clés pour renouveler le mythe et redonner à Aquaman la place qui lui revient dans l'univers DC. Une renaissance à lire de toute urgence chez Urban Comics. De retour pour la spéciale Nicolas Béard. Bah c'est toi quand même, hein. Mon grand spécialiste, le meilleur au monde sur les comics. Voilà, si vous trouvez mieux, vous me le dites. Je ne rembourserai pas la différence. Quand même. Mon cher Nico, bon, les grandes écuries, c'est bien là. T'as pas un peu d'indépendant quand même? Si, pour le coup, on part sur le label Vertigo avec une super série. Enfin, pour le coup, moi je trouve que c'est une série incroyable. C'est vraiment une claque. Ça s'appelle American Vampire. Ouais, des vampires. Ouais, des vampires. Mais pour le coup, vraiment, on est très loin du côté romantique de Twilight. Je rassure les téléspectateurs ou pas d'ailleurs. Pas de cocufiage. Non, effectivement. C'est important de le dire. Dans l'actu. American Vampire, c'est une série juste mortelle. Elle a remporté l'Eisner Award. L'Eisner Award, tu sais, c'est un peu les Oscars du comics, de la meilleure nouvelle série l'année dernière. Aux manettes du comics, c'est un type qui s'appelle Scott Snyder. C'est vraiment l'étoile montante du comics en termes de scénario. Il a commencé il n'y a pas très longtemps, en 2009. Il avait fait un numéro, un one-shot sur Human Torch chez Marvel. Il avait fait Iron Man Noir, une mini-série. Maintenant, il est en contrat exclusif chez DC Comics. Et il a vraiment revisité le thème du vampire. Vraiment, il a complètement renouvelé le genre. C'est des vampires qui font peur, pour le coup. Et en plus, c'est très intéressant parce que ça retrace l'histoire avec un grand H de l'Amérique. On passe du Far West à la récession, la révolution industrielle, jusqu'à la guerre du Pacifique, et ça ira même jusqu'à l'heure actuelle. Et aucun lien avec le film qui est sorti cet été, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires? Non, c'est une question. Non, pour le coup, non. Non, on ne sait jamais. Ouais. Donc voilà, Scott Snyder aux manettes, le dessinateur s'appelle Rafael Albuquerque. C'est un jeune Brésilien qui commence, c'est son premier titre, Rafael Albuquerque, American Vampire. Et ce qui est très drôle, il a été aidé d'un autre auteur, Scott Snyder, un grand auteur en la personne de Stephen King. Quand même. Stephen King, maître de l'horreur, l'auteur de La Ligne Verte, Christine, Carrie, Shining, enfin j'en passe et des meilleurs. Et ce qui est drôle pour le coup, c'est que Snyder, lui, il a eu envie d'écrire
en lisant un bouquin de Stephen King à l'âge de 9 ans. Donc, tu vois, grand honneur pour Scott Snyder. Du coup, on a rencontré, toujours au Comic-Con de Paris, son dessinateur, Raphaël Albuquerque, qui fait des merveilles sur ce titre. Je vous propose donc de voir ce reportage. En portugais? Oui, non, je parle quand même portugais. Voilà, c'est important de dire. À tout de suite, c'est reparti. Comme toutes les espèces sur cette terre, le vampire évolue. En 1880, du côté du Colorado, une nouvelle branche apparut, le vampire américain. Un descendant hasardeux du vampire européen, mais plus fort, plus rapide et surtout insensible à la lumière. American Vampire, c'est la saga de cette nouvelle race de prédateurs, portée par le scénariste Scott Snyder et le dessinateur Raphaël Albuquerque. When they say, hey, we have a vampire story for you to draw, would like to do this? Quand ils m'ont dit « Hey, on a une histoire de vampire que tu pourrais dessiner, ça te dirait ?» Je leur ai dit « Des vampires pas vraiment envie, mais envoyez-moi le script. » Parce que c'est un peu la période vampire, avec des mignons vampires qui tombent amoureux. J'avais peur que ce soit une histoire dans ce goût-là. Et puis, j'avais jamais vraiment entendu parler de Scott Snyder. Mais quand j'ai reçu le script, c'était phénoménal. J'avais vraiment envie de dessiner, pas seulement pour les vampires et le côté horreur. C'est intéressant, bien sûr, et puis je n'avais jamais fait ça. Mais j'aime surtout le côté conspiration de l'histoire. Pour moi, c'est l'aspect le plus intéressant. Je trouve que c'est un bon parallèle avec notre époque. Pour renouveler le mythe, Scott Snyder a fait appel à un maître de l'horreur, le romancier Stephen King, qui prête là sa plume pour la première fois à un comics. Sur les 4 premiers numéros, l'auteur aux 1000 thrillers se charge des origines du premier vampire américain, Skinner Sweet, un hors-la-loi notoire de l'Ouest sauvage. Scott a imaginé sa psychologie. Et puis il m'a donné ses références. Il pourrait être incarné par Johnny Depp ou Kurt Cobain. Il m'a donné plein de références. C'est une espèce de Joker aussi. Avec ces références, avec les miennes, j'ai commencé à travailler le personnage. Et c'est sûrement le seul personnage qui soit apparu tout de suite. Pour Pearl, on a modifié certains aspects, comme pour les autres. Pour Book aussi, pour tous les autres personnages. Mais pas pour Skinner. À travers les tribulations de cette nouvelle espèce, de Skinner Sweet et de sa première disciple, Pearl Jones, c'est l'histoire des États-Unis qui défile page après page. De la conquête de l'Ouest à la Seconde Guerre mondiale, des années folles aux années rock, de Hollywood à Las Vegas. Pour chacune d'entre elles, j'essaye d'adapter mon style pour coller à l'ambiance de ces périodes. Bien sûr, pour le western, je me suis inspiré des films de Sergio Leone. C'est les films de western les plus cool pour moi. J'ai utilisé de l'aquarelle et différentes teintes de couleurs. Et pour les années 20, je me suis plutôt référé aux films muets. J'ai essayé de faire des yeux très ronds, très maquillés comme à l'époque, et puis des expressions très théâtrales. Black all around, like they used to do, expressions very theatrical. L'an dernier, American Vampire rafle le Lesnar Award de la meilleure nouvelle série. Une saga qui s'étoffe de nouveaux personnages et de spin-offs très réussis, comme American Vampire Legacy, récemment sorti chez Urban Comics. De retour en plateau, Nico. T'es prêt là? C'est bon, on peut y aller? Je suis là. Hein, tu bosses un peu? Bon. Nico, après les vampires, des petits bouquins à me présenter là? Oui, c'est pour découvrir le boulot de Scott Snyder, ça se passe chez nous, chez Urban Comics, avec Batman pour le coup, où il a retrouvé Capullo pour le relaunch de Batman, Capullo dont on parlait tout à l'heure sur Haunt. La Cour des Hiboux, c'est chez Urban Comics. La Cour des Hiboux. Voilà, Cour des Hiboux. Titre original. Voilà, c'est la renaissance de Batman. Et avant ça, il était sur un autre titre de Batman qui s'appelle Detective Comics. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark. On est vraiment on est centré sur Gotham City. Voilà. Super. Alors maintenant, on va parler d'une autre série chez Urban. Chez Urban, récemment chez Urban. Avant, c'était chez Panini Comics. Ouais. C'est aussi on reste chez Vertigo. C'est de l'indépendant. Ça s'appelle DMZ. Alors DMZ, c'est plus d'actualité, on va dire. Hein. Ouais, c'est de la politique fiction. DMZ, l'acronyme, ça veut dire zone démilitarisée. Si tu francises. C'est de la politique fiction. C'est un pamphlet antimilitariste. C'est
un espèce comment dire, de présent alternatif où les États-Unis sont en pleine guerre civile et Manhattan est cette DMZ, si tu veux. C'est comme si Manhattan était devenu Bagdad. Aux manettes de ce type, c'est un type qui s'appelle Brian Wood. Brian Wood, en ce moment, il est sur le comics Conan le Barbare, parce qu'il y a, je te l'apprends, il y a un comic Conan le Barbare. Il s'occupe aussi de la nouvelle franchise des X-Men. C'est un très très bon. Et au dessin, c'est un Italien, Riccardo Burchielli. C'est sa première expérience en comics. On l'a rencontré, et là je tiens à remercier la librairie Apocalypse Comics, qui est rue Legendre. Oui. Mais pour le coup, Laurent le patron a le bras long et il a souvent, je vous conseille d'y aller, souvent des grands auteurs à vous proposer. Tu files des bouquins aussi, non? Pas du tout. Non, c'était la première fois que j'allais interviewer un auteur là-bas et il a souvent des grands invités. Un Anglais, un Brésilien, un Italien, on a international, quoi. Ouais, c'était un peu le principe, non? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. En se réveillant ce matin-là, Matthew Ross avait sûrement imaginé sa journée autrement. Mais lorsqu'il se retrouve seul, au milieu de Manhattan, entre deux fronts, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Lui, le photographe stagiaire, était désormais le seul à pouvoir chroniquer la Seconde Guerre civile américaine. C'est là que nous plonge le comics de Brian Wood et de Riccardo Burchielli. Dans une deuxième guerre de sécession, dans un présent alternatif où trop occupés à exporter la guerre, les USA n'ont pas vu venir celle qui montait au cœur même du pays. C'est ça le point de départ de DMZ. Une guerre civile explose au cœur des États-Unis, au moment où l'armée américaine se trouve loin du pays. Peu de temps après la parution de DMZ aux États-Unis, il s'est passé quelque chose d'assez similaire à notre histoire. Il y a eu le désastre de la Nouvelle-Orléans. À ce moment, la population s'est quasiment révoltée contre l'État pour à peu près les mêmes raisons. Toutes les troupes militaires étaient à l'étranger et il n'y avait personne pour secourir la population. Ce qui me plaisait dans DMZ, c'était le propos. J'ai tout de suite compris que la série avait un avis contrasté par rapport à la pensée globale américaine de ces dernières années. C'est un propos plus polémique face au discours conservateur que beaucoup d'Américains peuvent tenir. Dans cette uchronie, la guerre civile fait rage entre les États-Unis d'Amérique et la rébellion des États libres. En même temps que Matthew Ross, on explore un Manhattan ressemblant davantage à Gaza, et on rencontre ses habitants qui continuent de vivre malgré tout. Autant de personnages secondaires et de regards portés sur le conflit sans manichéisme. Une façon d'aborder la guerre dans tous ses états, le terrorisme, les bavures militaires, les compagnies de sécurité privées, l'avidité des industriels, la corruption des politiciens et des médias. Quand il se retrouve seul dans Manhattan à affronter la réalité du terrain, c'est à ce moment qu'il se rend compte combien l'information est corrompue, que les médias sont corrompus. C'est ce qui se passe tous les jours à la télévision. Nous ne voyons que ce que les médias veulent bien nous montrer. Si les médias veulent que les choses aillent bien, alors ils ne nous montreront que des choses positives et inversement. Aucun reportage n'est objectif ou honnête. Il y a toujours le filtre du grand network qui maintient les téléspectateurs et les citoyens du monde occidental dans une inertie constante. Les premiers tomes de DMZ sont réédités par Urban Comics depuis le mois de mai. Le 4e volume vient de sortir, l'occasion de découvrir un comics qui regarde l'Amérique droit dans les yeux, l'un des plus marquants de ces dernières années. On va bientôt conclure cette émission. D'ailleurs, la série est conclue, DMZ. DMZ, c'est terminé, ouais, effectivement. C'est bien pour une fois. Ouais, ils ne font pas une fin, un début, ça recommence, on se retrouve dans 10 ans. En plus, ça avait été annoncé, ça avait été très clair, il savait exactement où il allait, il avait tout prévu depuis le début. Tous les numéros chez Non, ça arrive Vertigo. encore au fur et à mesure, donc petit à petit. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, 72 numéros en tout. Voilà, et en 12 TPB, tu sais, en trade paperback, tu vois, en gros albums reliés. Mais ouais, c'est terminé, fini DMZ. Mais pour une fois, ouais, ça fait plaisir d'avoir un scénariste honnête qui, peut-être qu'il n'est pas à l'abri d'une suite, mais c'est pas trop le genre. Alors vous le savez, Nicolas Béard est un lecteur averti, assidu des comics, il a plein de découvertes, donc on va maintenant, c'est sa revue de presse, quoi. Vous allez découvrir plein de choses qu'il a aimées. C'est parti. Le Comic-Con de New York s'est achevé et a bien sûr apporté son lot de révélations pour les mois à venir. On commence avec le lifting de Marvel, baptisé Marvel Now.
Un coup de jeune qui concernera les plus gros titres de l'éditeur. Ce n'est pas une remise à zéro que les lecteurs de la première heure se rassurent, mais plutôt de nouveaux points d'entrée pour de nouveaux lecteurs. Les Avengers ont été les premiers à passer sur le billot avec une nouvelle équipe, les Uncanny Avengers, ajoutant au casting de la team quelques X-Men. Un premier numéro plein de promesses pour la suite et un succès outre-Atlantique, puisque le titre s'est vendu à 300 000 exemplaires le mois dernier. Dans la foulée viendront All New X-Men avec Stuart Timonen au pinceau et Brian Michael Bendis au scénario. Une nouvelle série qui verra les X-Men du passé propulsés dans le présent, un présent qui a profondément changé depuis les événements de la saga Avengers vs X-Men. Suivront les Fantastic Four dessinés par l'excellent Mark Bagley, puis Iron Man et une nouvelle armure, ou encore Thor God of Thunder. Captain America lui aussi aura droit à un nouveau départ et de nouveaux auteurs, dont le mythique dessinateur John Romita Jr. De son côté, l'incroyable Hulk deviendra l'indestructible Hulk, et un agent du Shield par la même occasion sous les crayons de Lenny Liu. On continue chez Marvel avec l'annonce de l'arrêt du titre Amazing Spider-Man à partir du mois de décembre et du numéro 700. Le titre sera remplacé par Superior Spider-Man qui verra un autre que Peter Parker endosser le costume du tisseur, mais qui, le mystère reste encore entier. Côté DC Comics, c'est un peu les chaises musicales des auteurs. Aquaman perd ses dessinateurs Ivan Reis et Joe Prado, remplacés par le Frenchie Paul Pelletier à partir du numéro 16. Un artiste en exclusivité chez DC depuis son départ de Marvel où il avait officié sur les titres War of Kings et Fall of the Hulk. Superman, qui avait raté son relaunch chez DC, espère se refaire une santé avec une nouvelle série, qui n'a d'ailleurs pas encore de titre. Mais on sait déjà que l'excellent Scott Snyder, le scénariste notamment d'American Vampire, collaborera avec le légendaire Jim Lee pour relancer les ventes de Superman et pour coller avec la sortie du film Man of Steel prévu pour juin 2013. Un Scott Snyder qui ravit aussi les fans de Batman en orchestrant le retour du pire ennemi de l'homme chauve-souris, j'ai nommé le Joker. Un vilain qui manquait quelque peu à l'appel depuis la relance du titre l'année dernière, mais qui fait dans Batman numéro 13 du mois d'octobre un retour en force, toujours sous les crayons de l'excellent Greg Capullo. Le principe d'une fin, c'est de vous dire au revoir. Ce n'est pas de moi, mais de l'excellent Philippe de Sony, grand réalisateur de son état. Nico, ciao. Merci Jean-Philippe. À bientôt, mec. Hein on retrouve toutes ces nouveautés évidemment. Vous pouvez revoir l'émission en plus sur le site du Public Sénat, sur Facebook, ton profil, le mien, etc. Et tous les jeudis matin, la chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro qui est notre partenaire. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures.